Claire Schweitzer, votre regard sur cette visite à Montpellier, Gilles Bourdoulex y voyait une manière de communiquer pour le prochain scrutin présidentiel. C'est votre avis aussi ? Alors moi, je trouve ça en fait assez indécent d'être sur le volet sécuritaire au moment où les Français vivent une crise qui est conséquente et de miser son quinquennat en fait sur les derniers mois qu'il reste avant l'élection présidentielle sur un sujet qui, comme le disait Gilles Bourdoulex, a été maintes et maintes fois utilisé par les candidats successifs. Moi, depuis que je vote, systématiquement, le sujet est mis sur la table, c'est celui de la sécurité. Et depuis que je vote, j'ai pas l'impression que ça change, j'ai pas l'impression qu'il y ait des solutions, j'ai l'impression que les politiques sécuritaires sont totalement inefficaces, et qu'en parallèle, quand on dit qu'on va ouvrir des places de prison, je crois que c'est 15 000 places de prison supplémentaires, et des effectifs de policiers supplémentaires. Alors la police manque de moyens, mais elle manque pas que de moyens humains, elle manque aussi de moyens financiers. Il faut leur payer leurs heures supplémentaires, il faut les former. Mais en parallèle, est-ce qu'à un moment donné, on va nous dire, pour assurer la sécurité des Français, qu'elle soit sociale, sanitaire, psychologique, est-ce qu'on va ouvrir des postes de profs ? Eh ben non, on en fermera 1870 à la rentrée de septembre. On a besoin d'infirmiers, on a besoin d'éducateurs spécialisés, on a besoin d'éducateurs de rue, on a besoin de soignants de toute façon. Et là, non, on nous propose encore des postes de policiers. Alors c'est très bien, mais il faut faire un équilibre dans la balance parce que la question de la sécurité ne se limite pas à de la politique de chiffres. En gros, tout répressif, c'est ça pas la solution pour vous. Depuis maintenant 24 ans que je vote, non, ça n'a pas marché. Il y a eu des allers-retours. On va supprimer la police de proximité, on va en remettre, etc. Enfin non, ça ne fonctionne pas. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on supprime des postes d'enseignants, on ferme des lits dans les hôpitaux. Donc on met tout le monde en fait en danger, on met l'intégralité de la société en danger et après on fait quoi ? On ouvre des places de prison. Souvenez-vous quand même de cette citation, c'est ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons. Il y a une question aussi de politique, on peut pas jouer ça à la petite semaine en disant voilà, on va vous donner des moyens. C'est même plus Darmanin le premier flic de France, maintenant c'est le président Macron. On va vous donner des moyens, on va faire de la politique de chiffres. Là, on va encore parler du cannabis et de la lutte contre les trafics, alors que c'est uniquement dans un objectif de politique de chiffres qu'on va là-dessus et on ne pense pas au vrai problème, c'est-à-dire que oui, dans les quartiers populaires, il y a des gens qui sont précaires, il y a des gens qui ont des problèmes d'accès à l'éducation, il y a des problèmes d'insertion dans l'emploi et tout ça fait partie, ça doit faire partie d'une politique de sécurité globale pour les concitoyens. Ça se fait pas n'importe comment, ça se fait pas en alignant en fait des Robocop dans les manifestations avec des super équipements, alors qu'en même temps les Français voient des infirmiers pendant la crise du Covid s'habiller avec des sacs poubelles. Ça c'est problématique. Donc aller miser à ce moment-là où la France est dans un état pitoyable à cause de lui. En l'espace d'un an, il veut reconquérir un électorat parce qu'il voit très bien que cet électorat-là fuit vers Marine Le Pen. Il veut reconquérir un électorat en allant sur de la politique sécuritaire. Et je suis d'accord, c'est pas du tout son truc. C'est pas du tout dans sa manière de faire et dans son éducation. Donc là, j'ai peur parce qu'il va vraiment en plus faire n'importe quoi comme il l'a fait sur la crise Covid. Gilles Bourdoulex, le toujours plus de moyens pour la police, ça sert à rien ? Je crois que ça sert. D'abord parce que il y a deux niveaux de réflexion. Oui, il y a une réflexion globale sur la société. Bien sûr qu'on a des problèmes d'éducation, bien sûr qu'il faut former plus d'enseignants, qu'il faut faire en sorte que les jeunes, les adolescents soient à l'école. Mais aujourd'hui, parfois, un jeune, il a le choix à 17 ans ou 18 ans d'être à l'école ou d'être dans un coin de rue à vendre des choses illicites et à gagner 9 ou 10 000 euros par mois. C'est pas un chiffre inventé, c'est la vérité. Donc là, on a un vrai problème. Et s'ensuit ensuite un certain nombre de problèmes de sécurité, d'expression de la violence, c'est vrai, qui viennent perturber des quartiers entiers, où on vit mal, où on se sent mal. Alors, je pense pas qu'on ait des quartiers de ce type dans nos villes, ici, dans l'Ouest, où c'est sans doute un peu plus calme. Mais il y a à Angers, là, pour le premier de l'an, ça avait été compliqué. À Cholet, la presse a parlé aussi de... Pourquoi, en fait, le choix d'un jeune de 17 ans, je ne comprends pas. Son choix à l'âge de 17 ans, c'est la conséquence
d'un système auquel il est confronté, de violence, et comme le disait mon voisin, d'une confrontation à la domination systématique. Et ça, effectivement, il y a des études et une analyse sociologique qui peut être faite. Et donc, on ne peut pas en vouloir, entre guillemets, aux jeunes de 17 ans de faire ce choix-là, alors que l'intégralité de son existence, on lui a confronté ces choix-là de réussite, par des biais plus ou moins légaux, d'accord. Mais on ne peut pas remettre en cause comme ça un enfant de 17 ans, parce que pour moi ça reste encore un enfant, alors qu'il a subi lui-même cette violence, cette domination, et ce n'est que la conséquence. Il y a un système derrière, le système des quartiers, des ghettoisés comme ça, les quartiers populaires, et de laisser cette souffrance, cette précarité grandir, et de leur dire la seule réponse qu'on va avoir, c'est de vous mettre des policiers. C'est pas possible. Il y a des moyens éducatifs à mettre en œuvre. Aider les parents, aider les éducateurs, aider les enseignants. Alors, je suis contente de vous entendre dire qu'il faut former des enseignants. Donc, vous êtes d'accord pour dire qu'il faut recruter plus d'enseignants et non pas détruire les 2000 postes dans le secondaire qui sont prévus. Je ne crois pas avoir proposé ça quelquefois, mais en tout cas, attendez, c'est aussi un peu facile de dire victime, victime, victime. Nous avons aussi des quartiers qui se sont ghettoisés, il faut le dire, mais il y a aussi parfois volonté de la population. On a un problème parallèlement à cela, il faut le dire, parce que je crois que ce serait presque démagogue de ne pas l'évoquer, de l'intégration parfois de populations qui sont arrivées et qui ont une intégration difficile. Moi, quand je vois dans des foyers où la maman est enfermée, elle ne parle pas un mot de français, malgré les moyens qu'on donne pour essayer de lui permettre d'apprendre le français, qu'on ne l'autorise pas à sortir parce que on ne veut pas qu'elle aille vivre comme les autres femmes. Enfin, tout ça s'additionne, où le jeune va avoir tous les droits parce que c'est dans l'éducation familiale qu'on va lui donner tous les droits. C'est pas seulement dire que c'est la société qui fait mal. La société, elle essaie aussi. Moi, je veux dire, je prends le cas de Cholet, on a un quartier qui a toujours été un peu compliqué, ce qui s'appelait Laurent Bonnevet jadis, ce qui s'appelle Jean Monnet maintenant. Je peux vous dire que c'est le quartier où on a investi le plus d'argent depuis 30 ans. Avec des opérations au fil du temps qui ont permis d'essayer d'améliorer le quartier. Mais ça reste, dans certains endroits, assez compliqué. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus dire que c'est la société mais il faut aussi qu'on ait les moyens d'assurer la sécurité, qu'on ait aussi les moyens, lorsque c'est nécessaire, de punir s'il y a faute. Alors la justice n'est pas toujours à la hauteur de cet enjeu-là. Les prisons... Le problème n'est pas tant d'ailleurs d'avoir plus de places de prison, c'est d'avoir des prisons qui puissent avoir l'adjectif humaine. Je crois que la punition de la prison, par définition, c'est la privation de la liberté, c'est pas l'humiliation. Mais j'ai visité, il y a peut-être pas loin de 20 ans de ça désormais, la maison d'arrêt du Pré-Pigeon à Angers. Je pense qu'elle ne s'est pas améliorée, mais c'est une honte de mettre des êtres humains dans un bâtiment comme celui-ci. Et depuis combien de temps on attend une nouvelle maison d'arrêt dans ce département ? Je le redis, on prive de liberté, c'est la punition. Mais à côté de ça, il faut aussi avoir des moyens qui sont meilleurs. Donc oui, des places de prison en plus, des places de prison améliorées, et puis des moyens de combattre les violences avec de la sécurité, ce qui n'empêche pas d'avoir un regard plus global sur la société. Mais là, on est sur un sujet précis qui est celui des moyens dont peut disposer notamment la police dans nos territoires. Donc on est dans de la réponse, immédiate et on n'est pas dans de la réflexion dans ce cadre-là. Et je vais vous reprendre sur les questions d'intégration. Enfin, de quoi parlez-vous exactement quand vous parlez de questions d'intégration de certaines familles ? Là aussi, c'est une question de moyens et de volonté politique de permettre à des personnes d'évoluer dans le respect de leurs convictions, dans le respect de leur culture, dans une société qui peut permettre cette intégration, comme vous dites, et qui peut permettre à chacun d'y trouver sa place. Le problème, c'est que la société, les pouvoirs publics, depuis plus de 20 ans, ne permettent pas à certaines catégories de population intégrées dans les quartiers de trouver leur place. Et c'est là où il faut se poser la question. C'est franchement une méconnaissance de ce qui est fait par beaucoup de collectivités. Et on ne peut pas résumer ça à de l'urbanisme. C'est pas de l'urbanisme. Il y a d'autres choses à faire. On ne peut pas être que sur de l'urbanisme. Il y a aussi des gens qui refusent ce mouvement. Vous savez, l'intégration, c'est pas seulement que la société française, la nation française, parce que c'est de cela qu'on parle. C'est la notion de nation, que la nation aille vers celui qui arrive. L'intégration, c'est un mouvement d'abord
volontariste de celui qui arrive. Reprenons la définition de la nation d'Ernest Renan. Elle est magnifique. Le problème, c'est qu'il faut que celui qui arrive dans la nation et qui souhaite y rester, d'abord, il fasse l'effort d'intégration et qu'il fasse ensuite l'effort de préparer la génération suivante à l'assimilation. Parce que je crois que ça, c'est essentiel. Qu'on puisse ensuite se sentir bien dans la nation, ce qui n'empêche pas d'ailleurs de garder des attaches avec sa culture d'origine, son histoire d'origine, ce qui a fait tout le patrimoine de sa famille qui s'est développé peut-être sur un autre territoire, mais il faut savoir ce que l'on veut. Si on veut réellement être parfaitement intégré à un moment donné à la nation, il faut aussi en faire l'effort. Et je crois qu'il y a vraiment beaucoup de moyens qui sont donnés, notamment au plan local, par les collectivités territoriales, pour accompagner ces mouvements à travers les centres sociaux, à travers les associations qui sont dans les quartiers. François de Montfort, vous voulez réagir ? Juste, je vais réagir sur ce qui vient d'être dit. Ce qui est certain, c'est que si jamais, en effet, il n'y a pas cet effort d'intégration dans un pays qui les accueille, là, on peut avoir des sources de violence avec un communautarisme, avec une espèce de méconnaissance des uns des autres, et puis des réactions très épidermiques et qui vont être source donc de violence et source peut-être de guerre civile. Il y a quelque chose qui peut s'annoncer, en effet, si jamais il n'y a pas une intégration, tout en ayant un respect de la culture, parce que ce sont des cultures très belles. Il y a la culture française que nous aimons parce que c'est ce pays dans lequel nous avons été élevés. Il y a des valeurs traditionnelles et des valeurs tout à fait universelles aussi. Et on respecte beaucoup les cultures des autres. Moi, j'ai vécu beaucoup dans d'autres pays. J'étais très admiratif des autres cultures. C'est pas du tout une espèce de comparaison. Mais c'est vrai que dans les pays où j'allais, évidemment, c'est un peu personnel, je respectais la culture dans laquelle j'étais. J'apprenais la langue. J'essayais de comprendre un peu comment ils vivaient. Il y a quelque chose qui était dans l'intégration réciproque. Et c'est vrai qu'on a envie d'attendre parce que c'était une découverte qui était tout à fait plaisante et enrichissante, voilà. On a envie d'attendre que ces personnes-là, en effet. Sinon, en effet, il peut y avoir violence. C'est là où il y a un lien, en effet, entre la violence pour reprendre celui d'avant. Cette question d'intégration, elle se pose sur des jeunes qui sont déjà nés en France et c'est leurs parents qui ont fait le voyage. Mais après, ces jeunes-là, ils sont déjà en France, donc c'est pas le même souci de vouloir découvrir la culture de son pays d'accueil. Je veux dire, ils sont déjà là depuis longtemps, mais pourtant ils se sentent pas français. Oui, mais ils sont pas français. Alors ils se sentent pas adhérer à la nation. Mais là, vous parlez de la deuxième génération, donc à ce moment-là, qui est complètement entre guillemets inculturée, parce que donc voilà, le problème se pose pas, parce qu'en général, elle se sent pas totalement inculturée. Mais bien sûr qu'il y a une histoire évidemment qui fait que par rapport à une histoire de quelqu'un qui est depuis plusieurs générations en France, c'est pas tout à fait la même. Mais je compare. Avant, il y avait donc aux États-Unis ce qu'on appelait le melting pot. Vous vous rappelez cette expression que l'on voyait tout le temps, où donc on était tous. Et dans ceux qui ont vu West Side Story, vous vous rappelez que les Portoricains, on leur reproche de pas parler avec un accent anglais tout à fait bon. Et c'est assez amusant. Donc il y a toute une scène là-dessus qui est assez belle, si vous vous rappelez de West Side Story. Maintenant, on a le salad pot. Donc, c'est-à-dire que on trouve tout le monde ensemble, mais avec chacun, on peut reconnaître les ingrédients. Et les gens cultivent leur langage, les Français cajuns, d'ailleurs, c'est assez intéressant, donc il y a quelque chose. On sent bien qu'il y a un mouvement qui n'est pas uniquement en France, où cette espèce d'intégration qu'il y avait avant aux États-Unis était vraiment quelque chose qui était souhaité avec sa American Way of Life. Mais il y a quelque chose, je dirais, donc, qui n'est plus comme ça maintenant. Et c'est là où il y a vraiment une tension avec des gens qui non seulement n'adhèrent pas, mais qui rejettent notre culture. Pour ceux qui sont de deuxième génération, le problème ne se pose pas. Je pense peut-être qu'il y en a un petit peu, mais en tout cas, c'est pas là où je sens vraiment donc les sujets. C'est aussi une question de modèle social. S'il y a des échecs dans ces politiques-là, d'intégration, d'assimilation, moi ça me fait un petit peu mal, mais c'est la question de l'image qui a été renvoyée. Est-ce qu'on a donné des chances? Est-ce que ces populations-là, quand elles sont arrivées en France, ont eu l'intégralité des chances qui leur ont été données pour progresser dans la société et permettre de donner à leurs enfants des conditions de réussite certaines? Moi, je me pose la question. Dans des quartiers où finalement on a une concentration à un moment donné de précarité, est-ce qu'on peut se poser légitimement la question de savoir si la société n'a pas aussi à prendre sa part dans le sujet? Eh bien, écoutez, on va conclure cette émission sur les mots donc de Claire Schweitzer, conseillère municipale et communautaire d'opposition à Angers, Gilles Bourdoulex, maire de Cholet, et puis François de Montfort, dirigeant de Camino. Merci à tous.